Donc salut Sohan, est-ce que tu peux Salut. te présenter? Alors, Kapai Sohan, j'ai 23 ans, je suis originaire de l'île de la Réunion et combattant de MMA et de Jiu-Jitsu brésilien. Ok, bah, comment tu as commencé le MMA? Alors, j'ai commencé le MMA il y a à peu près 3 ans et demi via un ami qui s'entraînait avec mon coach Gaël Grimaud. Il m'a dit de venir faire un cours d'essai, je suis venu, ça m'a plu. Et de base, j'avais déjà mon palmarès en Jiu-Jitsu brésilien, je voulais un plus, je voulais quelque chose de plus violent, de plus réel et de plus l'aspect combat quoi, de plus technique aussi. Du coup bah voilà, je me suis mis au MMA comme ça. J'ai kiffé dès le premier jour et je me suis entraîné sans relâche depuis. Depuis, t'as pas lâché. Ouais, c'est ça. Le MMA, ce qui est bien, c'est ça, c'est vraiment. Moi, en tout cas, je trouve que c'est proche du combat ultime et du combat réel, quoi. C'est ça. C'est exactement ça, ouais. C'est l'ultime vérité, on va dire. Voilà. T'as droit à tout, t'as droit d'utiliser tous les membres de ton corps et de faire fonctionner ta stratégie pour gagner. Et c'est un sport vachement beau et intelligent. Ouais, c'est ça. On voit pas forcément cette partie-là, mais c'est vrai que c'est très très stratégique. Parce qu'on voit quoi? On voit deux mecs, deux bonhommes dans une cage, ils se tapent dessus. On a l'impression que les gens en plus autour, ils veulent du sang, tout ça. Ouais. Mais c'est pas ça en fait, c'est très stratégique, il y a de la technique, beaucoup de technique, puisque du coup c'est un mélange d'arts martiaux. Et voilà, il faut réussir à faire fonctionner son game plan, C'est on va ça. dire, pendant le combat pour gagner. C'est ça, c'est Voilà. exactement ça. Donc ça fait combien de temps que tu as commencé alors le MMA? Bah, ça fait à peu près 3 ans et demi là, ouais. Ça doit faire 3 ans et demi que j'ai commencé. La première année, ça a été plutôt light, quoique j'ai eu un combat en 6 mois de pratique, donc Ouais. ça va. Et ça s'est bien passé. Du coup, voilà, là ça fait 3 ans et demi et depuis je suis full amoureux du MMA. Du MMA, ouais, c'est ça. C'est comme ça, quand on tombe dedans, c'est bien. Mais il a une progression assez rapide parce que 3 ans et demi, pour vous donner une idée, du coup, il va nous en parler après. Il s'entraîne à La Réunion, donc il ne s'entraîne pas non plus tous les jours comme un pro. Et il a déjà un niveau très solide. Je vous dirai, on essaiera de mettre peut-être des images ou quoi, mais un niveau très solide. Et voilà, ça présage que des bonnes choses, je pense, pour la suite. Du coup, est-ce que tu peux nous parler de l'entraînement, on va dire, à La Réunion ou en général? Parce que la plupart des gens qui vont regarder cette vidéo seront des Français. Ben, la plupart du temps, je pense qu'on peut extrapoler au public français en général. Quand on n'est pas proche d'un grand club, tout ça, comment ça se passe un peu l'entraînement en France? Alors l'entraînement à l'île de la Réunion surtout, bah, j'essaie de diviser on va dire les pratiques, puisqu'il n'y a pas beaucoup d'athlètes de MMA à La Réunion. Le seul avec qui je m'entraîne tous les jours, c'est mon coach Gaël Grimaud. Et sinon, j'essaie de diviser, j'ai une partie sol à 1 heure, j'ai une bêtise de 9 h à 11 h, j'ai du sol. Ensuite, de 16 à 17, ça sera du strike, mais ça ne sera pas dans le même club. Je suis obligé de changer de club tout le temps, de m'affilier à plusieurs clubs pour pouvoir faire mon MMA après. Mais il n'y a pas de club où on fait que du MMA, ça sera uniquement avec mon coach. Et puis voilà, on est un peu en manque d'athlètes là-dessus. Du coup, je suis obligé de diviser mes pratiques en fait. Ok, voilà, bah, c'est quand même assez intelligent d'avoir fait ça parce que des fois, en plus, on peut ne pas avoir l'opportunité d'avoir des clubs on va dire, enfin, accessibles tout de suite de différentes disciplines. Donc, c'est déjà intelligent et on en parlait tout à l'heure en off. C'est quand même, on va dire, une discipline à avoir et c'est surtout un engagement parce qu'en fait, quand on doit aller, je sais pas moi, à un endroit pour faire, par exemple, comme tu disais, le striking, un endroit pour faire le jiu-jitsu, il faut toujours garder la motivation, il faut organiser sa journée aussi en fonction des entraînements. Ouais, c'est ça. Ça peut être dur parce que, bon, là, il est jeune, mais après, quand tu commences à avoir des enfants, par exemple, Ouais, il ça faut sera plus aller compliqué, c'est poser vrai. l'enfant là, l'amener à l'école, après toi-même aller t'entraîner, revenir. C'est vrai. Voilà, Le temps, il sera compté, il sera c'est beaucoup ça, plus c'est compté. ça. Ouais. Donc après, tu cours. Donc c'est je pense, l'une des différences principales avec l'entraînement ici. On fait la petite transition directe. Ah, Alors, comment c'est l'entraînement en Thaïlande? l'entraînement ici, il est vachement productif. J'adore même tout simplement le mood de vie. Je kiffe le mood de vie. Je me sens pas. Je ressens tout le temps le kiff en allant à l'entraînement. Je suis pas obligé de faire de longs trajets. Tout est ici même. Il y a un super coach de MMA juste là. Du coup, bah, j'ai tout ce qu'il faut. Et, et voilà, on fait la partie strike, on a la partie sol, on a la partie transition qui est superbe. C'est des entraînements intelligents et il y a quasi pas de dommages. Il y a pas de dommages. Et voilà, sur le long terme, ça va être
Ça va être excellent. C'est bénéfique, je pense. Et justement, l'avantage principal de s'entraîner, bon, nous on est à Phuket, de s'entraîner à Phuket, c'est qu'il y a tout qui est fait autour de la vie du sportif en vrai. Parce que c'est assez facile de manger sainement, c'est assez facile, les trajets, on va dire, c'est souvent bien plus court, quoique plus dangereux des fois. Si vous prenez la bécane, tout ça, ça peut être dangereux, mais c'est beaucoup plus court, donc en fait les temps de trajet sont réduits. Voilà, il y a des entraînements tout le temps aussi parce que c'est des structures professionnelles. Comme chez nous, on est à Kangaroo Muay Thai, il y a des entraînements du lundi au samedi. Du lundi au samedi, il n'y a que le dimanche quand on prend un petit break. Et 2 entraînements par jour, voire 3 entraînements par jour. On peut s'entraîner quasi toute la journée. Donc c'est ça, je pense, moi, ayant été dans le système français pendant longtemps et du coup étant ici head coach, je vois la différence. La différence, c'est ça. Et surtout, justement, avec cette casquette de head coach, moi, j'essaye en tout cas de prendre le meilleur du système français, enfin de nous, comment on apprend, etc., la pédagogie, et de le coller aussi avec le côté taille qu'on a ici, la répétition, etc. Ouais, ça matche plutôt bien. Voilà, pour faire en sorte justement de pouvoir pratiquer, faire un grand volume, sans forcément se blesser, quoi. Ouais, c'est ça. C'est le problème à mon avis ici. Tu as déjà vu d'autres clubs, bon on va pas te dire les noms des clubs, mais tu as déjà vu d'autres clubs en Thaïlande. C'est le surentraînement ou alors c'est tout le temps du rentre dedans. Voilà. C'est tout le temps du rentre dedans. Il n'y a pas forcément cet aspect logique et stratégique du combat. C'est se taper, quoi. Comme tu disais juste avant, il n'y a pas la stratégie du combat. C'est ce que dans certains clubs, on fait plutôt ce que le public demande, quoi, en vrai. Du sang, on va chercher le sang, on va chercher ci, ça, sans forcément faire travailler notre intellect. Et du coup, voilà, on se blesse. Ouais, souvent on se blesse et on prend du retard dans notre carrière. Exactement. En fait, tout simplement. Et sur notre vie aussi, du coup, je pense. On perd des années de vie. C'est ça. Là, ce qui arrive souvent, c'est que dans les clubs d'ici, on va dire les grands clubs, je ne vais pas dire les noms, mais dans les grands clubs, déjà il y a trop de monde sur le tapis, on va dire, trop d'athlètes. Donc en fait, les entraîneurs ne peuvent pas être derrière chaque personne. Et après, le deuxième truc, c'est que comme il y a un turnover énorme, il y a beaucoup de combattants, il y a beaucoup d'ego sur les tapis. Donc en fait, c'est ça qui amène souvent à l'escalade, on va dire, de l'intensité dans les sparring. Et il y a beaucoup de sparring. Et du coup, ça arrive souvent qu'il y ait quelqu'un qui se blesse ou qui prenne un knockdown ou des choses comme ça. Tout simplement à cause de ça, à cause qu'on met plein de mecs qui ont à peu près le même niveau, mais qui ont un ego surdimensionné. Voilà, et du coup, ça part souvent en cacahuète, on va dire. Ouais. Donc voilà, on essaye, nous en tout cas ici, on essaie de faire en sorte que ce soit carré, qu'on ne se blesse pas, quoi. Voilà. Et du coup, deuxième transition rapide. C'est quoi tes plans là? C'est quoi les plans pour toi? Alors mes plans là, c'est de fighter, de finir mes 10 combats en amateur. Là j'en ai 3, il me manque 7. Et je veux les finir au plus vite là. Du coup, si avant la fin de l'année, je peux en faire minimum 3, ça serait super. Ouais. Ça serait super. Et du coup, voilà, passer pro plus vite et trouver une bonne orga, me faire remarquer et progresser. Parce que là, j'ai encore une marge de progression énorme. Et du coup, je veux bénéficier de cette marge-là pour apprendre le maximum. Et pour pouvoir être chaud après en pro. Ouais, c'est ça. Chaud. Ça. Mais ce qui est important, enfin ce qui est intéressant surtout maintenant avec le travail de la FMMAF, c'est que par exemple là il est obligé de faire 10 combats en pro, en amateur, pour passer en pro. C'est ça. Bon avant, il y a même 4-5 ans de ça, il n'y avait pas du tout d'amateurs. Donc en fait c'était en passé pro où on faisait rien. Ou alors on pouvait faire un peu de pancrace, des choses comme ça, mais c'est pas vraiment du MMA, donc ça change beaucoup. Donc moi je trouve que pour la construction des athlètes, c'est beaucoup mieux de faire comme ça. Mais c'est vrai que si on est prêt un peu en avance, après il va falloir, comme toi, mettre l'accélérateur pour essayer d'engranger le nombre de combats le plus rapidement possible pour passer aux vraies choses. C'est ça, c'est clairement ça, ouais. Et après ce qui est intéressant, c'est là il a soulevé un point intéressant, c'est de trouver une orga. Parce que justement, avant du fait qu'il n'y ait pas de MMA légalisé en France, le problème principal c'est qu'on était toujours obligé de partir à l'extérieur. Et partir à l'extérieur, souvent ça veut dire aussi être un peu le faire-valoir du champion local. Et là, c'était assez difficile, on va dire, de faire son trou pour un Français parce qu'on partait par exemple au Cage Warrior, j'ai un truc comme ça.
souvent ils nous mettaient, c'était pas pour gagner. Parce qu'en fait, eux, il faut comprendre les mécaniques qu'il y a derrière. C'est aussi un business pour eux. Donc pour eux, par exemple, Pimblet, maintenant qui est une superstar et tout, moi j'ai combattu sur la même carte que lui. Clairement, tu vois quand ils font venir un peu des faire-valoir pour lui à l'époque, c'est pour le faire monter. Parce qu'ils n'ont aucun intérêt à ce que, par exemple, un mec comme Sohan ou comme moi, on vienne et on batte Paddy Pimblett dans son pays. Donc en fait, ils vont ramener quelqu'un, ils vont bien matcher les niveaux pour faire en sorte qu'il brille assez, qu'il monte. Mais voilà, qu'il monte. Donc ça, pour nous, c'était un peu dur avant en France parce qu'il n'y avait pas de MMA légal. Mais maintenant, vu qu'il y a plein d'organisations, je parle là franco-français, il y a quand même moyen de faire une carrière en France. Mais après, là, lui, le deuxième problème qu'il a, Sohan, c'est que géographiquement, il n'est pas près de la métropole. Il est à la 12 heures de vol. Voilà, 12 heures de vol. Donc en fait, il est plus proche de la Thaïlande, de Phuket, que de la France. Donc 12 heures. 12 heures et 7 heures. Et honnêtement, avoir fait les deux, je me suis entraîné un peu en France aussi, le mood Phuket, il est moins… Vu que moi je viens des dom-toms, j'ai aussi ce côté où j'aime pas être stressé par le train-train quotidien, on va dire. Se débrouiller, d'être acharné au travail. Je préfère la fatigue, on va dire, de l'entraînement que émotionnelle, d'être tout le temps pressé, tu vois, d'être tout le temps pressé ou oppressé même. Du coup, tandis qu'ici, je peux manger bien, très très bien pour très peu de dépenses. Je me transporte, je peux prendre un scoot ou alors j'ai un Bolt pour moins d'1 €. Donc ça a ses avantages beaucoup plus. Moi, je préfère en tout cas. C'est un avantage à voir. Non négligeable à mon avis dans une vie aussi d'athlète. Si tu veux te focus que sur ça, c'est beaucoup mieux parce que c'est vrai qu'en France, je parle de la métropole, mais même en France, enfin la Réunion ou la Guyane, c'est la France aussi. On est quand même tiré par ce côté aussi financier où on est obligé d'avoir quelque chose pour subvenir à nos besoins. C'est ça. Donc en fait, très vite, on va être devant le dilemme de ok, je vais m'entraîner ou je vais bosser pour pouvoir manger, quoi. Donc, et ce côté-là, bon, on ne dit pas qu'ici c'est gratuit, mais le fait d'avoir moins de pression financière et plus d'opportunités aussi de combat. Parce que ici, littéralement, je parle en pied-point, enfin tout sport de combat confondu. Si tu veux combattre du lundi au samedi, c'est possible. Même du lundi au dimanche, non-stop. Donc en fait, il y a toujours moyen de faire un combat, par exemple, même pour le côté financier. Nous, on a quelques athlètes qui font ça. Ils ne visent pas forcément à rentrer dans des gros orgas, tout ça, mais du coup, ils veulent juste se faire un petit kiff ou vivre de ça un petit moment de leur vie et peut-être faire un petit palmarès et après rentrer dans leur pays. Ils font des combats assez souvent, toutes les 2 semaines, toutes les 3 semaines, et il y a de quoi faire, quoi. Il y a de quoi faire. Parce qu'il faut souligner aussi que les amateurs en France, ils sont pas payés. Voilà, c'est ça. Au combat, on n'est pas payé. Ici, je peux combattre et amateur ou non, je serai payé et je pourrais vivre après quotidiennement, continuer à m'entraîner. Franchement, c'est vachement intéressant. Il y a vraiment des avantages. Pour les jeunes, là. Il y a vraiment des avantages à avoir un niveau de vie un peu moins élevé qu'en France et surtout beaucoup plus d'opportunités de combat. Faut le dire, en France, tu galères pour trouver un combat. T'es pas payé. C'est ça. Faut que tu fasses tes 10 combats. Voilà. Ouais, c'est compliqué. Sans être payé. Ouais, t'as une pression quand même financière. Bon, moi je suis tout sur les sous, mais j'ai quand même cette pression où faut compter, quoi. Tout est compté. Ouais, tout est compté. Mais en tout cas, voilà, c'est pour dire que comme Sohan qui vient de la Réunion, lui il est bien plus proche d'ici. Et là je reviens sur ce qu'il avait dit avant. Trouver une organisation, moi je trouve que c'est très important. Une organisation, parce que ça peut être un plan de carrière en fait de trouver une seule organisation et de faire peut-être pas toute la carrière dans la même organisation, mais faire assez de chemin dans la même organisation, parce que même si c'est une nouvelle organisation, souvent si vous êtes bon, ils vont vous mettre en avant et en fait c'est un peu gagnant-gagnant, quoi. C'est par exemple, je parle des grosses organisations, pas qui sont en concurrence, parce que les très gros genre PFL, UFC, on va dire ils sont en concurrence, donc là c'est une autre dynamique, mais par exemple des organisations un peu locales, elles vont avoir on va dire des avantages à promouvoir leurs champions, même si par exemple toi tu deviens champion, je sais pas moi, d'une organisation thaïlandaise ou chinoise ou peu importe, d'Asie du Sud. Ils vont avoir des gros avantages en fait à te promouvoir si tu arrives à sortir de leur organisation et à faire des résultats dans une grosse organisation. Faire des marques. Voilà, parce qu'en fait ça va faire pour eux comme si c'était un peu un tremplin
pour l'UFC ou pour le PFL ou quelque chose comme ça. Ah, c'est vrai. Et ouais, que ce soit pour le côté des combattants ou le côté des gens qui regardent, bah, c'est important parce que en gros, ils sont engagés, ça les engage et ils savent un peu le chemin pour arriver à la grosse orga. Donc ça, c'était un bon point pour moi que tu as souligné. Et si j'ai un conseil à donner dans cette vidéo pour les jeunes combattants, ce serait de faire ça en fait, un maximum. Parce que moi, je l'ai fait dans ma carrière, j'ai 45 combats ou quoi. J'ai combattu partout en fait. Je fais un combat là, 2 combats là, 3 combats là, 3 combats là. Maintenant, on va dire, ça va, je suis très bien payé, mais pendant très longtemps, en faisant ça, en fait, j'étais payé au minimum. Parce que j'étais tout le temps. Ouais, tu changes, voilà, tu c'est changes ça. tout le temps. Et j'étais tout le temps, surtout, comme on disait, le mec, le faiseur de troubles qu'on mettait dans le truc pour voir si j'arrivais à changer un peu le game. Un peu le game. Mais très souvent aussi, il faut être lucide, tu sers de faire valoir quand tu fais ça. Donc, vaut mieux rester dans une orga sûre qui va te faire remonter que de changer tout le temps. Ok. Voilà, c'est un petit peu le petit conseil d'aujourd'hui. Voilà, donc du coup maintenant tu t'entraînes. Alors, on a parlé de tes objectifs, comment tu t'entraînes. Et est-ce que tu as un petit mot à dire? Ou est-ce que par exemple, tu peux parler de ta prochaine échéance peut-être? Ouais, bah là du coup je prépare mon fight du 13 septembre à l'île de la Réunion. Et ça va être du lourd vu que là je m'entraîne vraiment bien. Et puis voilà, hein, et ça a été un grand plaisir de faire cette interview-là, pardon, et de vous expliquer un peu comment est-ce que ça a été comment est mon séjour et comment est-ce que c'est tout simplement la vie d'un jeune combattant. Ouais, d'un combattant quoi. C'est important aussi d'avoir les deux côtés parce que souvent on voit ce qu'il y a dans la cage, mais on ne voit pas tout ce qui se passe avant, la construction, pourquoi on fait certains choix, pourquoi on va faire un training camp ici plutôt que là, etc. Et là, avec des petits interviews comme ça nous permet d'en parler et de montrer au grand public comment ça se passe, l'envers du décor. Voilà, merci beaucoup et je vous dis à bientôt.